Chers amis astronomes confinés, bonjour et bienvenue sur notre vidéo thématique du samedi. Comme la météo est un peu capricieuse depuis quelques jours, il est difficile d'observer les étoiles pour de vrai. C'est d'ailleurs l'une des principales contraintes auxquelles est soumise l'observation astronomique. Le ciel doit être dégagé. Mais à moins d'habiter dans le désert d'Atacama au Chili, la plupart du temps sous nos latitudes, ce sont les nuages qui nous privent de ce plaisir. C'est aussi ce qui rend les excursions nocturnes sous les étoiles un peu exceptionnelles. Lorsqu'un coin de ciel bleu se dessine en fin d'après-midi, et que celui-ci laisse place à une nuit transparente comme du cristal, un sentiment de joie envahit soudainement l'esprit des observateurs, alors impatients de ressortir leurs instruments. Cependant, si le ciel demeure gris, l'astronome n'est pas en reste. C'est l'occasion pour lui de se questionner, de s'interroger sur l'univers. Les questions sont nombreuses, et les réponses, si elles en trouvent, sont rarement définitives et très souvent incomplètes. Parmi ces nombreuses questions, on en retrouve quelques-unes qui se posent assez naturellement lorsqu'on se retrouve sous cette myriade de points lumineux. D'où viennent les étoiles? Qu'est-ce qui les fait briller? Sont-elles éternelles? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter une réponse au cours de ce petit voyage céleste. Il y a quelque temps, nous vous parlions d'une étoile un peu spéciale. C'est la seule qui ne brille jamais la nuit, et pourtant, c'est sans doute celle que nous connaissons le mieux. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que c'est l'étoile la plus proche de la Terre, tellement proche d'ailleurs qu'elle nous chauffe et nous éclaire. Vous l'avez reconnu, cette étoile, c'est notre Soleil. Bien plus gros et plus massif que tous les autres corps du système solaire, son histoire a débuté il y a 5 milliards d'années, avant même celle de la Terre et des autres planètes. Certains disent que c'était un jeudi, mais le débat n'est toujours pas tranché et aujourd'hui encore, des incertitudes persistent sur la date de naissance de notre étoile. Le seul point sur lequel nous pouvons tous nous accorder, c'est que l'histoire est très ancienne, à tel point que les échelles de temps dont il est ici question semblent dépasser totalement l'imaginable de notre point de vue d'humain, où tout se mesure en heures, minutes et secondes au quotidien. Mais notre étoile ne marque pas pour autant l'acte de naissance de l'univers dont il fait partie. Celui-ci est encore plus ancien. Les estimations les plus récentes des astronomes nous indiquent un âge de 13,8 milliards d'années. Cela suggère que des étoiles aient pu s'allumer durant ces presque 9 milliards d'années précédant la naissance du Soleil. Bien évidemment, nous n'étions pas là pour assister au spectacle. Et vous vous demandez peut-être d'où viennent ces informations, puisqu'aucune observation ni aucune archive ne date de cette époque. Mais on peut facilement imaginer que, si le Soleil est loin d'être la première étoile de l'univers, il n'y a aucune raison non plus qu'il en soit la dernière. De nombreuses étoiles se sont formées au cours des 5 derniers milliards d'années, et en ce moment même, certaines sont en train de naître. À notre époque, rien que dans notre propre galaxie, l'équivalent de la masse d'un soleil se forme en moyenne chaque année. Il y a eu par le passé des épisodes de formation d'étoiles plus intenses qu'aujourd'hui. Bien sûr, cela dépend aussi des galaxies. Certaines ne produisent plus de nouvelles étoiles, alors que d'autres au contraire continuent de leur donner naissance à un rythme effréné. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons étudier ces jeunes étoiles. Pour cela, il suffit de savoir où regarder. Mais avant d'aller plus loin, rappelons que les étoiles ne se forment pas à partir de rien. Il leur a bien fallu aller chercher quelque part cette énorme quantité de matière qui les compose. Rappelons que le Soleil à lui seul représente plus de 99,8% de toute la masse du système solaire. Et si l'univers semble désespérément vide entre les étoiles, il ne l'est pas totalement. Il est vrai, l'espace entre les étoiles est très proche d'un vide absolu, mais il y a toujours malgré tout quelques atomes de matière qui parviennent à subsister dans cette immensité. Il existe des endroits où l'on en trouve guère plus d'un seul, par petits cubes d'espace d'1 centimètre de côté, ce qui est extrêmement faible. Par comparaison, le même cube rempli d'eau liquide sur Terre contiendrait 100 milliards de milliards d'atomes. Les atomes sont certes très peu nombreux dans un petit volume de vide spatial, mais celui qui sépare les étoiles les unes des autres est en revanche très grand.
de l'ordre de quelques dizaines de milliers de milliards de kilomètres de côté. Cela représente donc énormément d'atomes, mais dilués dans un volume infiniment grand. C'est un peu comme diluer une goutte de sirop de grenadine dans l'océan Atlantique. Cela ne risque pas de changer la couleur de l'eau. Mais il arrive parfois que certains phénomènes viennent bousculer cet équilibre de l'espace interstellaire. La matière peut alors se retrouver localement un peu plus dense, et les atomes vont se retrouver légèrement plus proches les uns des autres. Par localement, nous entendons ici sur une envergure de quelques années-lumière, voire un peu plus. La densité reste donc encore très faible, mais suffisante pour former d'immenses nuages auxquels on donne le nom de nébuleuses. La matière qui les compose, c'est principalement de l'hydrogène gazeux, l'élément le plus simple, donc le plus léger et le plus abondant dans l'univers. L'atome d'hydrogène est composé d'un proton, de charge électrique positive qui forme à lui tout seul son noyau, et d'un électron, de charge négative et opposée, qui forme sa couche extérieure. On y trouve également une toute petite proportion d'hélium, ainsi que d'autres éléments chimiques plus lourds, en quantités infimes, sous forme de poussière. Ces nébuleuses peuvent néanmoins demeurer stables pendant très longtemps avant d'être perturbées par les caprices de leur environnement. Mais lorsque cela se produit, l'avantage va être donné à une interaction fondamentale de notre univers, la gravité. Celle-là même qui fait que tous les corps célestes s'attirent. Plus ces objets sont massifs et denses, plus leur gravité est importante. C'est pour cela que la Terre nous attire, et que de la même manière, le Soleil attire la Terre. Cela est également vrai à l'échelle d'une nébuleuse. Lorsque la gravité prend le dessus, elle va commencer à se contracter sous l'effet de son propre poids. En se contractant, les atomes se rapprochent les uns des autres, et sa densité augmente. Ce qui veut dire que la capacité de notre grand nuage de gaz à attirer davantage de matière augmente elle aussi. La nébuleuse est alors condamnée à s'effondrer sur elle-même, ce qui va mener à la formation d'un objet très dense en son cœur. Petit à petit, les atomes, se retrouvant très proches les uns des autres, vont s'agiter et interagir davantage, menant à une augmentation de la pression et de la température. Une fois enclenché, rien ne peut désormais arrêter ce processus, et la nébuleuse va continuer de se contracter et de se réchauffer jusqu'à ce que la pression atteigne 200 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre, et la température environ 15 millions de degrés. Une fois ce stade atteint, les atomes sont tellement comprimés les uns contre les autres qu'ils vont fusionner pour former des atomes plus gros, notamment de l'hélium, le deuxième élément chimique le plus léger et abondant après l'hydrogène. Cette réaction de fusion des noyaux atomiques, également appelée fusion nucléaire, fait partie de celles qui dégagent le plus d'énergie. Ainsi libérée, cette énergie va compenser l'effondrement gravitationnel de la nébuleuse afin que toute cette matière s'équilibre pour former une gigantesque boule très chaude et lumineuse. Une étoile est née. Bien sûr, ces bébés étoiles sont d'une jeunesse toute relative à notre échelle, car tout cela ne se fait pas en un jour, la durée de formation des étoiles pouvant aller de quelques dizaines de milliers à des dizaines de millions d'années. La taille et le nombre des étoiles résultantes dépendent quant à elles de la quantité de matière disponible dans la nébuleuse au départ. Un des exemples les plus spectaculaires de ces nuages de formation stellaire, c'est la nébuleuse Messier 42. Celle-ci se trouve dans la célèbre constellation d'Orion, le chasseur, reconnaissable à ses étoiles brillantes et à sa non moins célèbre ceinture composée de 3 étoiles rigoureusement alignées. Bien visible en hiver, Orion se lève en ce moment un peu avant 21h en direction de l'horizon est. En observant à l'œil nu, légèrement en dessous et à droite de la ceinture, vous distinguerez un objet diffus, comme une étoile un peu floue. Ça y est, vous y êtes. Au cœur de ce nuage, à peine perceptible dans ce minuscule coin de ciel, naissent des étoiles. Mais il vous faudra un instrument pour les apercevoir, et c'est en photo que vous pourrez en saisir les moindres détails.
Sur cette image incroyablement résolue du télescope spatial Hubble, on découvre des volutes de gaz qui s'entremêlent, au cœur desquels des étoiles sont en train de naître. Certaines se sont formées il y a seulement quelques millions d'années. Cela nous semble être une éternité, mais c'est en réalité très jeune pour une étoile, car souvenez-vous, notre Soleil est aujourd'hui âgé de 5 milliards d'années. Vous entendrez aussi parfois le nom de pouponnière d'étoiles pour désigner ce type de nébuleuse. La particularité de la nébuleuse d'Orion, c'est que c'est la plus proche zone de formation stellaire, située à seulement 1300 années-lumière de chez nous. Si cette distance ne vous dit rien, sachez simplement qu'il nous faudrait plus de 20 millions d'années de voyage pour la parcourir à l'aide de nos fusées les plus puissantes. Quoi qu'il en soit, cette relative proximité en fait un objet remarquable et facilement observable, même au travers d'un instrument de taille modeste. À ceci près que vous n'y verrez pas de couleur, à moins peut-être d'installer un télescope d'1 mètre de diamètre dans votre jardin. En effet, si brillante soit-elle parmi les objets de sa catégorie, la nébuleuse d'Orion reste malgré tout pâle et diffuse, et la plupart des instruments d'amateurs ne laissent pas entrer suffisamment de lumière pour activer les cônes de notre rétine, ces cellules responsables de notre perception des couleurs. Seules leurs cousines, les bâtonnets, quant à eux sensibles à la moindre lumière, permettent de distinguer des formes après quelques dizaines de minutes d'adaptation à l'obscurité. Mais d'ailleurs, quelle est la cause de ces étranges teintes rosées ? La source d'énergie et de lumière, c'est bien sûr les étoiles. Une partie de cette lumière va d'abord être directement réfléchie sur les poussières de la nébuleuse se trouvant à l'arrière-plan des étoiles. En ce qui concerne les couleurs, elles trouvent leur origine dans un autre phénomène. Certaines de ces jeunes étoiles sont très massives et très chaudes. Elles émettent donc toutes sortes de rayonnements dont certains sont très énergétiques, comme les ultraviolets par exemple. Il s'agit d'une couleur particulière de la lumière que nos yeux ne sont pas capables de détecter. Ces rayons nous paraissent donc invisibles. Mais nous pouvons facilement voir leurs effets sur notre peau, après une longue exposition sur la plage ou à la montagne, puisque ce sont les responsables des coups de soleil. Les rayons UV sont suffisamment puissants pour perturber la structure des atomes lorsqu'ils les rencontrent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous abîment la peau. Prenons le cas simple de l'hydrogène, constitué d'un proton et d'un électron. Sur leur passage, les UV vont céder de l'énergie à l'électron, qui va donc l'absorber. L'atome se retrouve alors dans un état particulier, on dit qu'il est ionisé. L'électron, ne pouvant garder indéfiniment ce trop-plein d'énergie, cet état est instable. En retrouvant son état initial, l'atome se débarrasse de l'énergie excédentaire en réémettant de la lumière. La couleur de celle-ci va dépendre de la quantité d'énergie libérée. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, il s'agit principalement du rouge et du bleu, d'où les nuances de rose et de violet qui dominent la nébuleuse d'Orion. On peut également y voir d'autres couleurs plus discrètes, correspondant soit à d'autres éléments chimiques, soit au bombardement de rayons plus ou moins énergétiques. Car la lumière des étoiles ne s'arrête pas aux UV, elle s'étend jusqu'aux rayons X et même gamma encore plus agressifs. Ces phénomènes physiques peuvent sembler un peu compliqués, mais cela n'empêche pas de s'émerveiller, bien au contraire. À chaque fois que je réalise cette observation, je prends conscience à quel point la nature est capable de choses incroyablement belles et complexes. D'autant qu'il ne faut pas perdre de temps pour profiter du spectacle, car dans quelques millions d'années seulement, ces nuages colorés auront totalement disparu. En effet, les étoiles naissantes vont continuer à se nourrir de ce gaz, jusqu'à épuisement total. La nébuleuse laissera alors place à un amas de jeunes étoiles qui finiront par se disperser, soumises à la gravité de notre galaxie. Vous découvrez ici l'une des plus belles de ces grappes d'étoiles. Au nombre de quelques milliers, seules quelques-unes d'entre elles sont visibles à l'œil nu dans le ciel, sous la forme d'une minuscule et fébrile casserole, rappelant un peu les célèbres petites et grands ours. Mais pas l'ombre d'un animal derrière ces étoiles. Elles sont généralement connues sous le nom de Pléiades ou encore Messier 45. Dans la mythologie grecque, elles représentent les 7 filles d'Atlas,
le célèbre titan qui porte le monde sur ses épaules, et de Pléionée, elle-même petite fille d'Ouranos, le dieu du ciel, et de Gaïa, la déesse de la terre. Un mythe les relie d'ailleurs à la constellation voisine dont nous parlions précédemment. On raconte en effet que le géant Orion aurait succombé au charme des 7 sœurs. Malheureusement pour lui, ces dernières refusèrent ses avances, ce qui provoqua sa colère. C'est alors qu'il entreprit de se lancer à leur poursuite, dans le but d'abuser d'elles. Bien évidemment, cela ne fut pas du goût d'Atlas qui décida d'envoyer un puissant taureau calmer les ardeurs d'Orion. L'observation au travers d'une paire de jumelles vous révélera une multitude d'étoiles semblant presque collées les unes aux autres. Mais ce qui frappe, lorsqu'on observe les Pléiades dans un instrument plus puissant, c'est l'étonnante couleur bleutée de ces étoiles. Car si les couleurs du cosmos ne se révèlent généralement qu'en photographiant le ciel, certaines étoiles, quant à elles, échappent à cette règle. Après nous être intéressés au processus donnant naissance aux étoiles, nous tenterons d'éclaircir dans la deuxième partie de cette série le mystère de leur couleur. Ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur leur nature, leur évolution, mais également leur diversité. Car contrairement aux apparences, les étoiles sont parfois très différentes les unes des autres. Merci à tous pour votre fidélité et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous gardons toujours un œil sur les commentaires. Je vous laisse à présent profiter de ces quelques images et je vous retrouve très bientôt pour d'autres virées célestes et vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end.